Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver sur Escom Sport, votre magazine que vous propose Bénin TV qui vous raconte le sport autrement, le sport d'ici et d'ailleurs avec mes inconditionnels chroniqueurs Hospice, Bemedo Sousset Odi Métoli qui nous revient. Salut Hospice. Salut Aman, salut à tous, heureux de retrouver Escom Sport. Mais le plaisir, il est partagé juste à côté de vous, William Bessabi, le patron du Bureau des légendes. Salut. Salut Eman, salut à toutes, salut à tous. Et Arnaud Akapo, analyste sportif, journaliste à Cap FM. Salut Arnaud. Bonjour Eman, bonjour le Bénin et bonjour les gens. C'est un plaisir de vous avoir Arnaud sur le plateau de cette émission Escom Sport. Tout de suite, l'affiche du jour. Et on s'intéresse au tout premier championnat de Rikoké au Bénin. Vous le savez, bien sûr, c'est porté par le centre communautaire EA. Reportage, Kenneth Egawi, Marie-Pierre Dossou, Diat Capo. Au hockey, tout va vite, sauf la passion qui, elle, s'installe pour durer. Sur ce rink du 4e arrondissement de Cotonou, le Bénin lance son tout premier championnat professionnel de hockey sur piste, le EA Hockey League Pro. Pour le match d'ouverture, EO Motors affronte Star Trek, une rencontre maîtrisée de bout en bout par EO Motors. Score final, 6 buts à 2. Je suis tellement en joie parce qu'on a réussi à avoir la victoire pour notre deuxième match. On va essayer de bien tenir pour avancer le jeu encore, comme nous avons de le faire. On leur a fait confiance, on leur a donné un petit peu de force et au final on finit à gagner 6-2. C'était un très beau match et aussi une très belle performance de l'équipe adverse. Dans les tribunes comme sur la piste, l'engagement est total. Deuxième opposition de la journée, Nobila Assurance face à la BIIC. Un duel conclu sur un score de parité, 4 buts partout. Derrière ce championnat, un projet structuré porté par le centre communautaire EIA. Un format court, rythmé, pensé pour séduire. 4 équipes, 6 journées de saison régulière, puis les play-offs jusqu'à la finale. Objectif, créer du spectacle, révéler des talents et poser les bases d'une future sélection nationale. Bientôt 4 ans que nous avons commencé. C'était pas du tout amusant. On est très contents. Là, contents de faire ce que nous savons faire le plus. Jouer, prendre du plaisir. Un premier pas solide pour une discipline qui entend bien se faire une place dans le paysage sportif béninois. Arnaud, quand on voit le hockey se développer comme ça au Bénin, on se dit quelle fierté, parce que ces jeunes-là, il y a quelques semaines en arrière, étaient à Mérignac en France pour un tournoi international où ils n'ont pas du tout été ridicules. Franchement, je suis plus qu'ému que des Béninois pratiquent le hockey, parce que c'est des sports où c'est en Europe, où vous voyez ça. Et j'ai vu que la piste, elle est nickel. Des Béninois peuvent rêver aussi. Et donc, forcément, c'est déjà intéressant. Est-ce que ce sport hospice a des chances de prospérer au Bénin? Déjà, pour qu'un sport prospère, il faut qu'il y ait l'infrastructure disponible et à proximité. On espère juste que les promoteurs, parce que avec cette initiative, à la longue, on aura une fédération béninoise de Rikoké. Ça veut dire qu'il faudra que le ministère, avec l'accompagnement du centre EIA, communauté EIA, puisse développer cette infrastructure à l'intérieur du pays, au moins dans les 6 anciens grands départements, pour rapprocher la discipline des populations. Venons à présent au Tour cycliste international du Bénin qui démarre le 27 avril prochain pour prendre fin le 2 mai. Le lendemain, il y aura le Grand Prix de Cotonou. Avant cette échéance, le président de la Fédération béninoise de cyclisme que nous avons reçu dimanche dernier d'ailleurs, était en conférence de presse pour entretenir les médias sur ce Tour du Bénin, ses exigences et ses spécificités. On écoute Romy Adarazouma. C'est un tour qui reste le seul tour qui est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale en Afrique de l'Ouest et qui reste le seul tour 2.2. Donc, le Bénin a un autre parti pris. Ce parti pris que nous avons, c'est que nous invitons particulièrement les équipes nationales des voisins, des pays voisins et des pays africains. Cette année, nous avons invité pratiquement tout le monde, mais malheureusement, il y a des fédérations qui n'ont pas du tout de moyens.
Il y a des fédérations qui ont voulu nous envoyer des équipes continentales, mais nous n'acceptons pas d'équipes continentales d'Afrique. Nous acceptons simplement des équipes continentales qui viennent ou des États-Unis ou de l'Europe, mais on en prend très peu. Et comment évoquer le Tour du Bénin sans parler de Fernand Gandaro? Il est double vainqueur du Tour du Bénin en 95 et 98. Il est aujourd'hui entraîneur national de l'équipe du Bénin. Nous sommes allés à sa rencontre. Il a bien voulu partager quelques anecdotes croustillantes avec nous. On écoute Fernand Gandaro. J'avais commencé le cyclisme à 15 ans. C'est mon papa qui avait acheté un vélo et qui voulait diminuer, casser un peu son ventre. Et 2 jours après, il a laissé le vélo. Je me suis entêté à prendre le vélo. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cyclisme. Parce que quand j'ai pris le vélo, je quittais Akwakwa pour le CG d'Antokpa. J'ai croisé 2 anciens coureurs qui se sont rapprochés de moi pour me demander si je n'allais pas faire le cyclisme. J'ai dit voilà, puisque je ne connaissais pas le cyclisme, j'ai accepté et ma toute première compétition était dans quelques jours. Ils m'ont forcé à participer à cette compétition. J'étais avec Franck Ngbo, les plus jeunes. Donc on était pratiquement les derniers après la course. Et d'abord pour la course, j'avais tellement honte d'être dernier, donc j'avais porté un truc, la perruque, pour me déguiser un peu. Et au finish, j'ai été dernier. Les gens criaient « Jeune fille, courage » à cause de ce que j'avais porté. Donc c'est comme ça que je suis resté et je suis rentré dans le cyclisme. C'est faible, c'est faible, c'est faible. On monte un peu plus. Allez, 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 allez. Je fais ce travail avec beaucoup d'amour pour amener les coureurs à faire plus que ce que j'avais fait. Parce que j'avais eu la chance, j'avais eu la volonté de gagner plusieurs tours. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me reposer si ces jeunes ne gagnent pas le Tour du Bénin. Avant, nous, on pédalait avec des vélos de 10 kg. Aujourd'hui, les jeunes ont des vélos pro, des vélos en carbone qui leur permet d'avoir beaucoup plus de souplesse dans la cadence de pédalage. Nous, on a connu des années sans vélo. On a connu plus de 15 ans sans vélo. Donc les autres pays qu'on arrivait à battre facilement nous ont laissés. Et le vide là est là. Donc on essaie de combler ce vide pour pouvoir quand même arriver. Mais on a fait un travail vraiment cool, un grand travail pour mettre beaucoup de pays derrière nous. La dernière fois, on était autour du Faso. Les Camerounais qui venaient nous battre, on les a battus. Et les Burkinabés. Et on ne peut plus avoir peur de ceux-là aujourd'hui. Voilà donc la progression du Tour du Bénin racontée par Fernand Gandaro. William, qu'est-ce qui vous a marqué dans son anecdote? Bien évidemment, l'anecdote de la perruque. On dit courage, courage, jeune fille. Je pense que c'est vraiment marrant et comme quoi il faut toujours écouter les histoires des champions pour mieux comprendre ce qui souvent fait leur motivation ou souvent ce qui explique leur succès. Et là, on a tout compris. C'est bel et bien une figure du cyclisme béninois. Et je crois que il a dit répéter, c'est quelqu'un qui a dominé, vraiment a marqué son époque. Et c'était vraiment une fierté pour le pays. Et ça fait vraiment plaisir donc de le retrouver toujours avec la même passion, en train de transmettre tout ce qu'il a appris, voilà, ses secrets à la jeune génération. Et puis on sera aux côtés, bien sûr, des coureurs, des cyclistes béninois, mais également étrangers qui seront sur le Tour du Bénin. Donc à partir du 27 avril prochain, vous pouvez suivre les 30 dernières minutes de la course sur les antennes de Bénin TV. Chaque jour, nous vous proposons un direct pour ce qui concerne ce Tour du Bénin-là. Il est l'heure à présent de passer au débat.
La CAN 2027, c'est dans un peu plus d'un an, on va dire finalement, mais aujourd'hui, les inquiétudes et incertitudes grandissent quant à la livraison des travaux. On se demande même, ou on commence même par se demander si il ne faut pas envisager peut-être une autre alternative. On suit ce sujet, on revient juste après pour en parler. La CAN 2027, prévue du 19 juin au 18 juillet 2027, a toujours été présentée comme le symbole d'une Afrique de l'Est capable d'unir ses forces pour organiser une grande fête du football, moderne, ambitieuse, maîtrisée. Mais aujourd'hui, à un peu plus d'un an du coup d'envoi, l'enthousiasme laisse place à une forme de fébrilité, car derrière les discours rassurants, les inquiétudes grandissent. Retard dans les livraisons, chantiers qui peinent à avancer, stade encore loin des standards exigés. En Ouganda, aucun site ne répond pleinement aux critères de la CAF. Au Kenya, les délais glissent. Et même si la Tanzanie semble un peu plus en avance, l'enjeu dépasse les frontières. C'est toute la coordination entre les trois pays qui est mise à l'épreuve. Alors, une question s'impose. Est-on en face d'un simple retard maîtrisable ou d'un vrai risque de désorganisation? La CAF doit-elle maintenir sa confiance ou déjà envisager des alternatives? Au fond, cette CAN suscite une réflexion plus large, celle de la capacité du continent à tenir ses promesses, à planifier, à livrer ensemble. CAN 2027, alerte passagère ou signal profond? Arnaud Akakpo, on a l'impression qu'à chaque Coupe d'Afrique des Nations, cette question d'inquiétude, d'incertitude dans la livraison des travaux, que ça revient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on se rappelle de la CAN au Cameroun, ça devrait être organisé en 2019. C'est vrai, il y a eu des problèmes après. C'était une CAN à 16, après c'est passé à 24. Et puis bon, voilà. Mais les travaux n'étaient pas prêts. Alors que cette CAN s'était attribuée depuis 2013. C'est un problème qu'il faut régler vraiment pour que, à l'avenir, qu'on ne vive plus ça, parce que ce n'est pas une très bonne image qu'on donne de l'Afrique. Hospice Métoli, on est sur une triple organisation, notamment Kenya, Ouganda, Tanzanie. Donc, on s'imagine que là, ce n'est plus l'affaire d'un seul pays, mais de trois pays. Donc, ça devrait être normalement plus souple, ça devrait être moins pesant en termes d'infrastructure. Et pourquoi ça n'avance pas? Bien, parce que d'abord, la première des choses, Herman, qu'il faut prendre en compte, nous sommes là en train de parler de pays au sud du Sahara. Donc des pays qui ont encore tout à construire. Et la priorité dans nos pays aujourd'hui, ce n'est pas forcément construire des infrastructures qui vont accueillir 90 000, 60 000 personnes, mais c'est plutôt construire des centres de santé, l'adduction d'eau villageoise. Il y a trop de choses urgentes à faire avant le sport, malheureusement. Vous allez constater qu'il y a des pays plus facilement. Le Maroc était prêt à organiser sa CAN même 3 ou 4 ans plus tôt. Vous prenez, quand on a arraché la CAN au Cameroun, entre griffes, l'Égypte n'a pas eu besoin d'un an pour être... n'a pas eu besoin d'un an pour être prête, parce que les infrastructures existent déjà. Alors, au même moment où... il faut parler de l'impréparation des pays, de manque de sérieux en griffe des pays. Il faut reconnaître que dans la plupart de nos pays, on est dans l'urgence par rapport à certaines choses qui sont quand même assez vitales. Oui, l'urgence, c'est vrai, mais ce sont des engagements aussi que ces pays ont pris. Oui. Ils ont candidaté librement. Oui, mais... c'est quand même, on parle de la gestion de la chose étatique. D'accord, très bien. On va écouter William sur la question. William, le Kenya, par exemple, on sait que par le passé, on lui avait retiré le CHAN 2018. À la fin des années 90 également, on lui avait retiré aussi une Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il n'était pas prêt. C'est des multirécidivistes, finalement. On a envie de dire c'est ce pays en termes de tenir les délais. Le Kenya est un pays de sport, mais pas un pays de football. C'est l'un des pays qui compte dans l'athlétisme mondial. Et je pense que la politique de la CAF, elle est restée la même, hein, quoique les dirigeants changent. La Coupe d'Afrique des Nations sert de prétexte pour non seulement vulgariser le football, mais rehausser le niveau infrastructurel dans les pays. Sauf que, Hospice l'a souligné, ce n'est pas le fait donc des mécènes, c'est le fait donc de l'État. Et même pas des municipalités, parce que quand on prend l'Europe,
globalement, là où les gens ont plus de facilité à construire les infrastructures, c'est porté par la mairie. C'est porté par les mairies. Il n'y a pas beaucoup de procédures. En tout cas, elle n'est pas aussi... la procédure n'est pas aussi lourde qu'au niveau donc, des États qui ont plusieurs priorités. Je pense que c'est un équilibre à vraiment trouver. Vous l'avez dit, les Kenyans sont des récidivistes, ça c'est un fait. Mais quand vous prenez un pays comme la Tanzanie, c'est un pays aujourd'hui qui a un écosystème football, ce qui n'est pas le cas de... Alors, William, ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est qu'en Ouganda, par exemple, on a construit un nouveau stade, sauf que ce stade, il n'est pas aux normes, donc on est obligé de casser pour faire des réajustements. Comment est-ce qu'on en est arrivé à construire un stade qui ne soit pas aux normes et qu'on soit obligé de recasser alors que c'est un stade flambant neuf? C'est justement la problématique de la réalisation des infrastructures par les gouvernements. Et ça, c'est vraiment récurrent. Quand vous apercevez qu'on peut en arriver comme ça, donc à un tel imbroglio, ça pose la responsabilité donc, de ceux-là qui sont les maîtres d'ouvrage. Arnaud parlait tantôt donc, du Cameroun, mais sachez que jusqu'à présent, le stade d'Olembe avec le groupe McGill, si je ne trahis aucun secret, les travaux confortatifs ne sont pas encore achevés. Et ça pose un point. Je pense que c'est un scandale. C'est vraiment c'est ça. Je pense que c'est un vrai souci et je crois que tout ça là doit pouvoir progresser au même rythme que le talent de nos footballeurs sur le terrain. Nous parlons d'investissements colossaux sur la durée. Mais il faut que la CAF arrive avec les États qui candidatent pour organiser ces événements, que la CAF arrive à trouver un moyen de rentabiliser l'usage de ces infrastructures après Cannes. Parce que malheureusement, les États investissent énormément et à la fin, ce sont des infrastructures qui ne sont plus exploitées parce que ça ne sert plus à grand-chose. Pour rebondir rapidement sur cette affaire, la Côte d'Ivoire en 2010, l'Afrique du Sud continue toujours de ramasser les pots cassés. Les stades sont construits, mais ils n'arrivent pas à rentabiliser. Seulement qu'au niveau de ce qui se passe pour la CAN 2027, on leur a demandé combien de stades? 6 stades. 2 stades de 15 000 places, 2 stades de 20 000 places et 2 stades de, je crois, 40 000, un truc du genre. Et c'est ce qu'ils ont à faire pour pouvoir tenir. Et il y a aussi les routes pour pouvoir relier les hôtels, les routes pour pouvoir relier les pays entre eux. Lorsque vous voyez tout ça, comme l'a dit Hospice, il faut que la CAF et les États aient un plan pour aider ces pays-là à amortir un peu l'investissement. Non seulement amortir, mais à pouvoir faire de façon échelonnée. Parce que, au-delà de tout, c'est l'image. Aujourd'hui, on dit quoi? On est en train d'envisager, reporter, on va... Justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous faire. Est-ce qu'il faut commencer déjà par explorer des possibilités de report? Bien évidemment. De report de la compétition ou du moins d'attribution à un autre pays. Pourquoi pas envisager? Aujourd'hui, en l'état, quel pays peut candidater si ce n'est le Maroc? Quel pays objectivement peut prendre la CAN? Pardon? Le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si elle veut, elle a les moyens, elle a les infrastructures. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui veut organiser une Coupe d'Afrique des Nations quand elle a refusé récemment d'accueillir la Coupe d'Afrique, je pense, c'était moins de 20 ans? La CAN Junior. Mais là, c'était plus, je pense... une situation interne, ce n'était pas une question de moyens, c'est une situation interne. Et je peux dire à Emmanuel Amenga, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, que si il faut revenir à une CAN, le prestige de la CAN, c'est bien la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont certainement réfléchir. Pourquoi Oscar et à toute l'équipe je pense que la CAN en Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas été rentabilisé, ça a été rentabilisé du point de vue merchandising et du point de vue image de l'État. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas pleurer sur ça. Allez, on va suivre de très près cette situation liée à la Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui doit avoir lieu en temps normal en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. C'est une triple organisation. Les travaux piétinent. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est attendu sur place au mois de mai prochain. On va voir ce qu'il dira à ce sujet. Messieurs, je vous propose à présent d'aller découvrir une discipline. Aujourd'hui, dans l'Immersion Sport, on s'intéresse au jeu de balle au tambourin. C'est un sport pas très connu encore au Bénin, mais il y a une petite équipe qui entend vulgariser cette discipline ici. Nous sommes allés à sa rencontre. Regardez.
À l'université d'Abomey Calavi, un sport encore peu connu tente de se faire une place. Ronel, 33 ans, est vice-capitaine de l'équipe nationale du jeu de balle au tambourin. Champion du Bénin en titre avec son club l'AS Volonté. À ses côtés, Nadiatou, 29 ans, capitaine de l'équipe nationale féminine et joueuse du club de l'UAC. Tous deux avancent avec la même conviction, faire grandir ce sport ici, chez eux. J'ai commencé ce sport depuis 2021 et actuellement j'ai déjà participé à 2 Coupes du Monde grâce au jeu de balle au tambourin et je suis devenue internationale. Les origines de cette discipline remontent à plusieurs siècles dans le sud de la France, où l'on jouait déjà avec des tambours. Au fil du temps, le jeu s'est structuré, codifié, jusqu'à devenir aujourd'hui un sport pratiqué dans plusieurs pays, avec ses compétitions internationales et ses règles. Un jeu au tambourin, c'est comme au tennis, c'est décompté par 15, 30, 40 et jeu, suivant que vous prenez les points. Il faut avoir 13 jeux pour pouvoir gagner. En salle ou à l'extérieur, c'est un renvoi de balle entre 2 équipes. La première équipe qui atteint 13 jeux gagne. Cela fait maintenant 10 ans que la balle au tambourin se pratique ici, sur ce terrain de fortune. Nadiatou et Ronel entretiennent leur passion sous l'œil exigeant de leur entraîneur Arnaud, qui les pousse sans relâche. Si la balle rebondit avant la ligne, ce n'est pas bon. Vous risquez l'attaque de l'adversaire, est-ce qu'on me comprend? Leur détermination dépasse les difficultés du quotidien. Tout sport est difficile, il suffit de t'y mettre, de travailler plus que les autres pour pouvoir atteindre le niveau que tu veux. C'est la passion qui a maintenu encore les joueurs là, même en Europe, eux qui sont des fondateurs de tambourin, qui sont des experts, le tambourin ne les nourrit pas. En 10 ans, près de 200 athlètes ont été initiés et formés. Le pays compte aujourd'hui 13 clubs affiliés, un championnat régulier et déjà 3 participations à la Coupe du Monde. Alil fait partie de ceux qui ont vécu toutes les étapes. Joueur et directeur administratif de la fédération, c'est l'un des pionniers de cette aventure au Bénin. Ici, c'est une photo d'initiation en 2017. Créée en 2022, la Fédération béninoise de balle au tambourin est encore jeune. Avec peu de moyens, elle tente pourtant de structurer la discipline et de lui donner une véritable place dans un pays où les sports de main évoluent souvent dans l'ombre du football. Nous sommes obligés d'adapter notre mesure sur le terrain de handball et c'est difficile d'avoir peut-être les financements, les partenariats, mais nous avons fait les efforts. En attendant une reconnaissance plus large, Nadiatou, Ronel et les quelques 200 licenciés continuent d'avancer. Ils se battent chaque jour contre eux-mêmes pour maintenir la flamme. Voilà donc l'histoire de ces tambourinaires. Hospice, vous les connaissez? C'est un sport que je suis un peu de loin. Bon. D'accord. On leur souhaite bonne chance. C'est des sports pas aussi, je dirais, pratiques. Donc, ça fait que, bon, beaucoup aussi, il faut des terrains particuliers. C'est ce qui fait. Très bien. Bon, voilà. Allez, messieurs, nous allons à présent installer William Bassabi dans sa chronique « Le Bureau des légendes ». La légende du jour, c'est Baba Yara. William, vous nous dites tout sur cette légende ghanéenne. Oui, cette légende d'exception que nous présentons. Dans ce numéro, vous le dites bien, Baba Yara fait partie du club très sélect des sportifs dont les noms sont attribués à des stades. Pour dire vrai, je dirais que pour un stade comme celui de Koumassi, on va dire stade aussi mythique, des guerriers Ashanti, land fétiche de Ashanti Kotoko, eh bien, c'est le premier, et bien évidemment le premier. Et si ça a été le cas, ce n'est pas du tout un hasard. D'abord, son identité. Il s'appelle en fait Ousmane Seydou Mada. Mais d'où vient alors le fameux Baba Yara? Alors, d'abord, le Baba, c'est de sa maman qui, par respect à son père qui porte le même nom que son fils, l'appelle Baba. C'est connu dans beaucoup de civilisations, de beaucoup de cultures. Mais
le nom Yara, c'est plutôt une exclamation. Parce qu'un jour, alors que la main est assise en train de faire la vaisselle, le jeune Baba tire violemment la balle sur un mur. Et bien évidemment, à conséquence, la maman députée dit « Eh, Baba Yara !» Donc, vous comprenez. Donc, et à force de répéter cela, c'est devenu voilà, donc, son nom de footballeur. Donc, deux noms composés qui, en fait, n'ont rien à voir avec son nom de naissance. Mais Baba Yara va très tôt marquer le football ghanéen parce que c'est un ailier droit d'exception. Il a été surnommé le roi des ailiers. Il intègre l'équipe de Asante Kotoko en 1955 et déjà pour son tout premier match contre les Donkwa 11, eh bien, le match se solde par 3 buts partout, mais il réalise le triplé. Il marque donc tous les 3 buts de son équipe. Mais plus tard, c'est contre les rivaux historiques de House of Oak, de l'ancienne gloire et sélectionneur du Bénin, Cécile John Atukefio, qu'il va bâtir sa réputation. Parce que c'est comme ASEC Africa en Côte d'Ivoire, ou bien donc Real Barça. Donc c'est face au House of Oak qu'il va bâtir sa légende d'ailier d'exception. Et il ne va pas durer du côté donc de Ashanti, puisque dans les années 60, le président Kwame Nkrumah va missionner René Diane, dont le nom est donné au stade d'Accra, premier directeur sportif emblématique du pays, de monter une équipe des meilleurs joueurs du pays pour, bien évidemment, être compétitif sur le plan national et surtout conquérir le continent. Alors, bien entendu, Baba Yara y figure en premier plan et surtout, il va former une paire exceptionnelle avec Edward Akwa, où ils vont claquer des buts. Et au niveau international, le résultat ne se fait pas attendre, puisqu'en 1963, grâce à Baba Yara, comme vedette, le Ghana remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Et parlant bien sûr de son statut international, ses débuts c'était en 1955 face au Nigeria, où le Ghana étrie le Nigeria 7-0, dont 2 buts de Baba Yara et 4 passes décisives. Ouais, donc, il a chaque fois marqué donc, les esprits pour ses débuts. Évidemment, les Real Republicans font le show sur le foot ghanéen, mais c'est à ce niveau que la tragédie va survenir après la CAN en 63, de retour d'un match de championnat dans la région de la Volta. Le bus fait un accident, il est touché au niveau de la colonne vertébrale. C'est l'émoi total. La mobilisation générale est faite. Il est envoyé du côté de l'Angleterre, assisté d'un chirurgien spécialiste, mais il va revenir 6 mois plus tard en fauteuil roulant. Et bien évidemment, 6 mois plus tard, il va rendre l'âme et c'est comme ça que la légende Baba Yara s'éteint. Mais Ibrahim Sondé, deuxième ballon d'or du continent après Salif Keita, dira de lui que c'est certainement le plus grand joueur ghanéen de tous les temps, et sinon, pour lui, le plus grand joueur africain, parce qu'il y a dans les années 60, le président de Gaulle, président français, alors que les médias n'étaient pas développés, disait que du Ghana, on ne connaît que Baba Yara. Donc, c'est pour cette raison que, à sa mort, précisément le 12 avril 2005, au moment où le Ghana s'apprêtait à recevoir la CAN 2008, eh bien, son nom a été donné à son stade fétiche, le stade de Koumassi, et désormais, c'est ce stade qui s'appelle le stade Baba Yara Koumassi. La belle et tragique histoire donc de la légende ghanéenne Arnaud Akapo. Un mot rapidement. Bah oui, il faut se remémorer de ces histoires-là quand le doyen Bassabi parle de Baba Yara. On entend Baba Yara, mais voilà, on ne savait pas de qui il était vraiment question. Donc, absolument. Voilà, ça nous permet, surtout cette anecdote, Baba Yara, qui lui dit Baba, attention, quoi, ou doucement. Oui. Ou lève un peu le pied. Oui. D'accord. Et nous, on va lever le pied. Juste une précision pour accompagner la légende, qui nous parle des légendes. C'est l'ethnie, c'est les Hausa du Ghana, en fait. D'accord. Et Baba veut dire papa ou père en Hausa. Et l'exclamation en question est « Oh, mon fils ». Puisque Yara veut dire enfant. D'accord. Donc, j'estime que le geste en question a certainement
choquer la maman et dire « Oh, mon fils ». D'accord, parfois aussi, Escom Sport peut prendre des allures de cours linguistiques. C'est pas mal aussi. Merci, Hospice, pour mettre un terme à cette émission du jour. Merci d'y avoir participé. Merci également à vous, William Bassabi, grâce à qui on en sait un peu plus sur Baba Yara et sur d'autres légendes. Merci à Noah Kapo d'être passé par ici. On espère vous retrouver à d'autres occasions. Oui, pourquoi pas. Avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Très bien. Et merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour du duo Caleb Oscar, Diane Kapo. Retrouvez-nous dimanche prochain quand il s'en ira très exactement 18h, 17h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Wow. Salut!